I think my mother did exactly the right thing. I think it's absolutely extraordinary that any right-minded thinking parent should believe that it was the... Je me souviens de ce matin-là non pas parce qu'il a commencé bruyamment, mais précisément parce que le silence était tel que l'atmosphère pesante était presque palpable. Il y a des moments où l'on sent instinctivement que la routine a perdu tout son sens avant même que quiconque ne le dise. Ce fut l'un de ces moments. Le monde extérieur semblait continuer de tourner, mais dans mon esprit, tout était figé. J'ai compris que ce qui s'était passé ce matin-là n'était pas un problème passager ni une difficulté que le temps ou des formules toutes faites pourraient résoudre. C'était comme le début de quelque chose d'irréversible, une faille qui existait depuis un certain temps, mais qui ne devenait visible qu'à cet instant. Je me suis surprise à me poser sans cesse la même question: à quel moment la discrétion devient-elle tromperie? Pendant des années, j'avais vu le silence servir de bouclier, présenté comme une preuve de dignité et de maîtrise de soi. Mais ce matin-là, le silence n'était plus une protection. Il était devenu un fardeau. Je ne pouvais m'empêcher de constater que les mécanismes habituels, le délai, la coordination, la distance contrôlée, étaient devenus obsolètes. Ce qui fonctionnait autrefois se retournait désormais contre nous. En voyant arriver les premiers du message, j'ai compris à quel point tout avait été soigneusement orchestré. Pas de grandiloquence, pas de gestes théâtraux, juste une simple déclaration, la présence était requise. Cela en disait long. De tels appels ne concernent pas des questions mineures, ils sont destinés au moment où les conseils et la préparation habituelle sont mis de côté car il n'y a plus de place pour l'interprétation. Il était clair que cette réunion ne porterait pas sur les options, mais sur l'acceptation. J'ai senti mon propre rôle d'observateur se transformer. Je n'étais plus simplement là pour regarder un processus, mais pour y être émotionnellement impliqué. La distance entre l'analyse et l'expérience s'est estompée. J'ai pris conscience que ce qui se passait n'était pas seulement une affaire intérieure, mais quelque chose qui finirait inévitablement par déborder. La question n'était pas de savoir si cela se produirait, mais à quel point cela se déformerait si je n'en gardais pas le contrôle. Ce qui m'a le plus frappé, c'était cette atmosphère de gravité maîtrisée. Aucune panique, aucun chaos apparent. C'était précisément ce calme qui rendait la situation d'autant plus difficile. On aurait dit le silence qui règne dans une pièce juste avant un jugement définitif. J'ai repensé aux crises précédentes, à ces moments où l'on gagnait du temps avec des mots et où les mots servaient à gagner du temps. Cette fois, c'était différent. Le temps ne jouait plus en notre faveur, il jouait contre nous. J'ai commencé à comprendre qu'il s'agissait d'un moment moral et non communicatif. Cette distinction est cruciale. La communication concerne la forme, les moments moraux le fond, ce que l'on est prêt à reconnaître même si cette reconnaissance est douloureuse. Je me suis demandé combien de fois les institutions échouent, non pas par ignorance de la vérité, mais parce qu'elles tentent trop longtemps de la dompter. La vérité peut-elle seulement être domptée ou attend-elle simplement patiemment de trouver sa propre voie? Les images qui allaient circuler plus tard dans la journée n'étaient pas encore figées, mais l'atmosphère, elle l'était. Je voyais déjà comment les visages seraient analysés, comment le langage corporel serait décrypté comme un code. Et je le savais, plus le silence durerait, plus il laisserait place aux projections, aux spéculations, aux histoires que personne ne pourrait se rappeler. Cette prise de conscience me pesait lourdement. Ce qui distinguait ce matin des précédents moments alarmants, c'était l'absence de déni. Personne ne semblait croire à un retournement de situation. Paradoxalement, cela rendait les choses plus claires. Il y avait de la tristesse certes, mais surtout une lucidité implacable. La prise de conscience que certains événements ne s'arrêtent pas simplement parce qu'on les ignore. Au contraire, ils ne font que s'aggraver. J'envisageais la responsabilité non comme un concept abstrait, mais comme une réalité tangible, qui la porte lorsque la vérité devient trop lourde à porter, et surtout qui la perd lorsqu'on attend trop longtemps. Ces questions planaient comme des phrases non dites. Elles n'appelèrent pas de réponse hâtive, mais de la sincérité. J'imaginais déjà un avenir où ce moment serait perçu comme un tournant, non pas à cause des paroles prononcées, mais à cause de l'instant précis où il a été décidé qu'il était nécessaire de les dire. L'événement lui-même avait suivi sa propre logique. Il s'agissait désormais de la manière dont il avait été géré. C'est souvent dans cette distinction que la confiance se gagne ou se perd. Les heures passèrent et le poids de la réalisation s'installa. Cette histoire ne pouvait se terminer sur une note de soulagement. Elle allait se poursuivre quels que soient les premiers mots choisis avec soin. Je me demandais si le public comprendrait un jour combien de temps ce moment s'était préparé. S'il verrait que ce n'était pas un choc soudain, mais le fruit d'une longue et silencieuse évolution. C'est précisément pour cela que ce matin-là m'a semblé une rupture avec le passé. Non pas parce que tout avait changé, mais parce qu'il était devenu impossible de faire comme si de rien n'était. Le silence qui jadis offrait un refuge avait perdu tout son sens. Et je le savais désormais, chaque pas, chaque phrase, chaque pause serait évaluée à l'aune d'une seule et unique norme, l'honnêteté. Cette prise de conscience a rendu cette matinée inoubliable, non pas par un drame, mais par son absence.
par la prise de conscience que certaines vérités n'attendent plus d'autorisation pour être dites, comme le révèle clairement le récit des événements de cette matinée. Et tandis que je méditais sur cela, une question revenait sans cesse: comment avancer quand le silence n'est plus une option, mais que parler change tout. Je me souviens encore de cette réunion privée comme d'un espace où le temps semblait suspendu. Non pas par précipitation, mais parce que le temps n'avait plus aucun sens. Tout dans cette réunion respirait la gravité. Pas de documents auxquels se raccrochaient, pas de formules toutes faites derrière lesquelles se cachaient. On n'avait pas l'impression d'une réunion visant à trouver des solutions, mais plutôt d'un moment où il nous fallait reconnaître que certains problèmes n'ont plus de solution, seulement des conséquences. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une réunion stratégique. Une stratégie suppose une marge de manœuvre, des alternatives et une possibilité de négociation. Or, rien de tout cela n'était plus possible. La réunion ne portait pas sur la gestion de la situation, mais sur la manière d'y réagir. C'est une différence fondamentale. J'ai senti la tension se déplacer du contrôle à la responsabilité, de la planification à l'acceptation. Une gravité presque palpable planait dans l'air. Non pas la tension d'un conflit, mais celle d'une connaissance partagée. Chacun dans la pièce savait que ce moment n'était pas une question d'image, mais d'intégrité. Le réflexe habituel de privilégier le moment opportun, le cadrage, et une communication progressive ne semblaient plus appropriés. J'ai compris que c'était le genre de réunion dont on se souvient plus tard en se disant « c'est là que tout s'est joué ». Mes pensées se sont tournées vers les précédentes réunions de crise. Souvent, elles étaient empreintes d'un espoir aussi fragile fut-il qu'avec la bonne formulation ou un peu plus de temps, les dégâts pourraient être limités. Cette fois-ci, cet espoir avait disparu. Non par cynisme, mais parce que les faits étaient trop évidents. On aurait dit que chacun était parvenu en silence à la même conclusion avant même qu'elle ne soit exprimée à voix haute. J'ai remarqué que la conversation s'était moins intéressée aux détails qu'aux limites. Que peut-on encore justifier auprès du public ? À quel moment la protection devient-elle paternaliste ? Et quand l'inquiétude se mue-t-elle en déni ? Ces questions n'étaient pas posées par rhétorique mais planaient comme une épée de Damoclès au-dessus de la table. Elles n'appelaient pas des réponses de brillantes mais du courage. Ce qui rendait cette réunion si particulière, c'était l'absence de distraction. Aucun conseiller pour souffler des options, aucune considération juridique pour freiner les discussions. On aurait dit qu'un cadre minimaliste avait été délibérément choisi, précisément pour éviter de se cacher derrière des procédures. Ce qui l'a rendu conflictuel. Sans intermédiaire, il ne reste que l'essentiel. J'ai senti la discussion évoluer peu à peu. Alors qu'au départ, elle portait sur ce qui pouvait être dit, elle s'est déplacée vers ce qui devait être dit. Cette nuance paraît subtile, mais elle est cruciale. Peu de suggère le choix, doit implique un devoir. Et le devoir prime sur la stratégie. J'ai vu chacun prendre conscience de cette nécessité parfois avec une difficulté manifeste. Les émotions étaient à peine évoquées et pourtant elles étaient omniprésentes. Non pas sous forme de débordement, mais comme des courants sous-jacents. Tristesse, inquiétude, peur de l'avenir. Mais surtout, régnait un sentiment de gravité qui appelait non pas au réconfort, mais à la clarté. Je me suis dit, c'est peut-être dans ces moments-là que les institutions se montrent le plus humaines. Non pas lorsqu'elles expriment leurs sentiments, mais lorsqu'elles reconnaissent leur impuissance. Le mot « silence » ça m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises. Pendant des années, le silence avait été un outil, une façon de se ménager un espace. Désormais, il était perçu comme un risque. Je me suis demandé à quel point la confiance avait déjà été érodée pendant cette période où l'on pensait bien faire en gardant le silence. Et surtout, quelle confiance pouvait-on encore préserver en prenant enfin la parole ? Ce qui m'a marqué, c'est le changement d'attitude. Les gens n'étaient le plus assis face à face, mais côte à côte. Non pas pour négocier, mais pour partager un fardeau. Ce genre de solidarité n'est non de la commodité, mais de la nécessité. C'était comme si chacun comprenait que la décision prise ici aurait des répercussions bien au-delà de cette situation. Elle ferait jurisprudence quant à la manière dont la vérité serait traitée à l'avenir. J'ai compris que cette réunion ne répondrait pas à toutes les questions. Au contraire, elle en soulèverait de nouvelles. Mais ce n'était pas une raison pour la reporter. Parfois, poser la bonne question est plus important que de donner une réponse rassurante. Et la question qui planait sur tout était simple et implacable: sommes-nous prêts à affronter la vérité même si elle nous transforme ? Cette pensée persista tandis que la réunion touchait à sa fin. Il n'y avait ni conclusion, ni soulagement. Seulement un accord tacite, un point de non-retour avait été atteint. L'intimité de la pièce contrastait fortement avec la transparence désormais exigée. Je le savais déjà, ce qui s'était passé ici aurait des répercussions, quels que soient les soins apportés aux premiers mots prononcés publiquement. Et en prenant conscience de cela, je me suis demandé combien de fois les organisations n'atteignent un tel point que lorsque tout compromis a été impossible. Ce moment aurait-il pu survenir plus tôt, ou cette confrontation était-elle inévitable précisément parce qu'elles avaient si longtemps tenté de l'éviter ? La réponse restait ouverte, mais la direction était claire.
Cette rencontre n'était pas une fin mais un commencement. Non pas de guérison mais d'honnêteté. Et l'honnêteté, je l'ai compris, est rarement confortable, mais elle détermine toujours ce qui devient possible par la suite. Dans les heures qui suivirent cette réunion, une pensée m'obsédait, la frontière entre protection et préjudice est-elle si ténue? J'avais toujours cru que le silence pouvait parfois être une forme de bienveillance, une manière de créer un espace, d'éviter la panique. Mais je commençais à percevoir comment le silence avait peu à peu changé de nature. Ce qui était autrefois présenté comme de la prudence ressemblait de plus en plus à du déni. Et le déni, je le savais au fond de moi, est rarement neutre. J'ai commencé à réexaminer le déroulement des derniers mois comme si je relisais un dossier avec un regard neuf. Des décisions qui m'avaient paru logiques à l'époque prenaient soudain un tout autre sens. Chaque fois qu'ils avaient choisi d'attendre, de se taire, c'était avec la conviction que le silence leur permettrait de gagner du temps. Mais le temps s'est révélé un ennemi. Il n'avait pas atténué la pression, il l'avait seulement déplacée. Et maintenant, cette pression était de retour plus intense et inéluctable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que la vérité n'est pas figée. Son contenu reste le même, mais son impact varie selon le moment où on la partage. Une vérité dite tôt peut être supportée. La même vérité prononcée après un long silence est vécue comme une trahison. Cette différence n'a rien à voir avec les faits, mais tout à voir avec la confiance. Je me suis demandé si nous ne l'avions pas sous-estimé trop longtemps. Dans mon analyse, je suis constamment revenu au même problème fondamental, le contrôle. Les institutions sont conçues pour exercer un contrôle, orienter les processus, atténuer les risques. Mais la vérité ne se contrôle pas. On ne peut que la contenir temporairement, et même alors, elle finit par s'échapper. Plus on tente de la retenir, plus les dégâts sont grands lorsqu'elle se libère. N'était-il pas ironique, dès lors, que ce besoin même de contrôle soit devenu le plus grand risque ? J'ai constaté que mes commentaires personnels devenaient de plus en plus critiques, non par cynisme, mais par compassion. Je me suis demandé qui nous cherchions à protéger par notre silence. Étaient-ce les personnes qui comptaient vraiment ? Ou bien protégions-nous avant tout un système, une image, une tradition qui s'était révélée imperméable à toute transparence ? Cette question était dérangeante mais nécessaire. La notion de responsabilité a commencé à se dessiner dans mon esprit. La responsabilité ne se limite pas à l'action, elle englobe aussi l'inaction. Elle concerne ces moments où l'on ne fait rien, même en sachant que cette inaction a des conséquences. Dans cette perspective, le silence m'est soudain apparu comme un choix actif et non plus passif. Et les choix actifs peuvent être jugés, critiqués et rejetés. J'ai aussi pensé au public, aux observateurs extérieurs. Ils n'ont perçu aucune délibération interne, aucun conflit moral. Ils n'ont vu que ce qui était partagé et surtout ce qui ne l'était pas. Chaque vide était comblé par des suppositions. Chaque silence était interprété. L'idée qu'en ne disant rien, on puisse contrôler l'interprétation a commencé à me paraître de plus en plus naïve. Le silence n'est-il pas une invitation à la spéculation ? Peu à peu, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème institutionnel, mais aussi d'un problème humain. Les individus se taisent également pour se protéger, pour repousser l'échéance de la souffrance. Mais la souffrance reportée ne disparaît pas, elle s'accumule. Tôt ou tard, la facture arrive souvent majorée d'intérêt. J'ai alors constaté ce même schéma à une échelle bien plus vaste. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est de réaliser que les bonnes intentions ne sont pas une garantie contre les conséquences néfastes. Je croyais sincèrement que mes choix étaient motivés par la bienveillance et la loyauté. Mais la bienveillance sans transparence peut devenir étouffante. La loyauté sans honnêteté peut se transformer en complicité. Ce sont des mots durs, mais ils se sont imposés à moi. J'ai commencé à me demander comment ce moment serait perçu plus tard. Non seulement par les historiens, mais aussi par les gens ordinaires qui se demandaient si leur confiance était justifiée. La confiance n'est pas un concept abstrait, elle repose sur des attentes. Et l'une de ces attentes est que la vérité ne soit pas indéfiniment reportée lorsqu'elle est cruciale. Qu'advient-il de la confiance lorsque les gens ont l'impression de n'être informés que lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix ? Cette question me taraudait. Je constatais combien le silence avait nui tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il avait engendré des tensions, alimenté l'incertitude et fragilisé les relations. La volonté de maintenir l'unité par le silence avait en réalité fragilisé la cohésion. J'y voyais une leçon essentielle, la transparence n'est pas seulement un devoir envers autrui, mais aussi une forme de clarté intérieure. Peu à peu, une évidence s'est imposée à moi. Il arrive un moment où le silence a plus de poids moral que la parole. Ce moment est difficile à cerner, mais chacun le ressent lorsqu'il est atteint. La réunion avait clairement montré que nous l'avions déjà franchi. La question n'était plus de savoir si nous devions parler, mais pourquoi nous avions tant attendu. Je me suis posé une question ouverte que je laisse volontairement en suspens. Comment les choses auraient-elles pu être différentes si la vérité avait été révélée plus tôt avec toutes les incertitudes que cela implique ? Le résultat aurait peut-être été le même, mais le chemin pour y parvenir moins destructeur. Peut-être pas.
Mais le fait que cette question résonne si fortement en moi est révélateur. Au terme de mon analyse, une conclusion s'impose, la responsabilité commence là où s'arrête le contrôle. Lorsqu'on admet ne plus pouvoir maîtriser le cours des événements, la seule option restante est l'honnêteté. Cette honnêteté a un prix, réputation, confort, sécurité, mais elle permet d'éviter un préjudice plus grave, la perte de crédibilité. Et c'est ainsi que j'ai compris l'importance de ce moment. Non pas parce que la vérité était nouvelle, mais parce qu'on n'osait plus la dissimuler. Nul ne savait ce qui allait suivre. Mais une chose était sûre, désormais chaque pas serait dicté par la volonté d'assumer ses responsabilités sans excuse, sans tergiverser. N'est-ce pas au final la seule forme de leadership qui compte vraiment quand tout est en jeu ? Je me suis surprise à me focaliser de plus en plus sur une question précise, pourquoi avait-on finalement décidé qu'Anne devait prendre la parole ? La réponse ne résidait ni dans la hiérarchie ni dans le protocole, mais dans quelque chose de bien plus fondamental, la crédibilité. Quand on cherche à rassurer, on peut se permettre beaucoup de choses. Quand il s'agit de vérité, c'est une autre histoire. Alors ce n'est pas tant qui occupe la plus haute fonction qui compte, mais plutôt qui a besoin du moins d'explications pour être cru. J'ai toujours perçu Anne comme une constante, une personne qui se fait rare sous les projecteurs, mais toujours présente lorsque le poids des responsabilités devient palpable. Elle n'est pas un symbole de renouveau ou d'émotion, mais de continuité et de devoir. C'est précisément pourquoi j'ai compris pourquoi l'attention s'est finalement portée sur elle. Non pas parce qu'elle a atténué le message, mais parce qu'elle a refusé de le déformer. Mon analyse a révélé de plus en plus clairement que le moment et le caractère des propos coïncidaient. Si cette déclaration avait été faite trop tôt, elle aurait été jugée prématurée. Trop tard, elle aurait paru forcée. Ce moment était d'une précision douloureuse. Et c'est précisément pour cette raison qu'il fallait un messager dont les intentions soient incontestables. La réputation d'Anne a fourni ce point d'ancrage. On pouvait contester le contenu, mais difficilement sa sincérité. J'ai réfléchi à la rareté de ce genre de confiance. Dans les fonctions publiques, chaque mot est pesé, chaque silence interprété. Mais Anne avait bâti au fil des ans quelque chose d'inimitable, l'image d'une personne qui parle par obligation, non par intérêt. Cette distinction est cruciale. Surtout lorsque le message lui-même n'apporte aucun réconfort mais confirme qu'il est désormais impossible de le soulager. Ce qui m'a également frappé, c'est que ce choix reconnaissait implicitement autre chose, la proximité émotionnelle n'était pas un atout en l'espèce. Quelqu'un d'autre aurait peut-être fait preuve de plus d'empathie, d'un engagement plus manifeste. Mais l'empathie peut être mal interprétée dans de tels moments comme une tentative d'adoucissement ou de diversion. Ce qu'il fallait, c'était de la clarté. Et la clarté exige de la retenue. Je me suis demandé si cette décision n'était pas aussi une forme d'autoprotection pour les autres. Non pas de manière négative, mais en reconnaissant que chacun ne peut supporter le même fardeau. En donnant la parole à Anne, le message s'est trouvé dissocié des spéculations sur la succession, les intérêts personnels ou les futurs rapports de force. Ce n'était pas un hasard. C'était un choix délibéré de privilégier le contenu plutôt que la personne qui l'émettait. Dans ma réflexion personnelle, j'ai perçu une leçon plus générale sur le leadership. Il arrive que le leadership ne se résume pas à une présence visible, mais à laisser la place à la voix juste. Cela exige de la maîtrise de soi. Cela implique de reconnaître que sa propre voix, aussi importante soit-elle, n'est pas la plus appropriée à ce moment précis. Ce genre de retenue est rare précisément parce qu'elle est si peu reconnue. Je me suis aussi demandé comment le public réagirait. Comprendrait-il ce choix? Ou lui attribuerait-on une signification qui n'y était pas? Mais plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait évident qu'il n'y avait pas de meilleure option. Tout autre choix aurait soulevé plus de questions qu'il n'aurait apporté de réponses. L'implication d'Anne a limité le récit à ce qu'il était une affirmation et non l'annonce d'une politique ou d'un changement. Ce qui a donné à cette décision une importance particulière à mes yeux, c'est le silence qui l'entourait. Aucune explication détaillée, aucun récit préalable pour gérer les attentes, cela convenait parfaitement au message lui-même. La vérité n'avait besoin d'aucun artifice, seulement d'un véhicule qui ne la dénature pas. Le style d'Anne, direct factuel sans fioriture, était parfaitement adapté. J'ai aussi songé au poids personnel que cela représentait. Porter une responsabilité intérieure est une chose, être le visage d'un moment qui entrera dans l'histoire en est une autre. Anne devait savoir que cette déclaration la lierait à jamais à ce tournant. Pourtant, elle n'a manifesté aucune hésitation. Ce seul fait en disait long sur l'importance qu'elle accordait à cette décision. Dans mon propre commentaire, je me suis demandé quelle préparation était réellement possible dans ce cas. On peut préparer ses mots, peser ses phrases, mais on ne peut pas s'entraîner à l'impact d'une prise de position définitive. Une fois les mots prononcés, il n'y a plus de retour en arrière. C'est ce qui rend le choix de l'orateur si crucial. Il faut quelqu'un qui n'ait pas peur de l'irréversibilité. J'ai peu à peu compris que ce choix était aussi un signal pour l'avenir. Il montrait qu'il y a des moments où la tradition ne signifie pas s'accrocher à la forme, mais aux valeurs, où la continuité n'est pas garantie par la répétition, mais par l'authenticité.
Dans cette perspective, Anne est devenue non seulement une messagère, mais aussi le symbole d'une limite jusqu'ici et pas plus loin. Je pose délibérément une question ouverte car elle demeure pertinente. Combien d'institutions osent choisir l'approche la plus sobre et la moins spectaculaire dans leurs moments les plus difficiles? La tentation de manifester ses émotions, de faire preuve d'empathie est souvent forte. Mais parfois, l'approche la plus respectueuse est précisément celle qui ne déforme pas la réalité, mais la révèle telle qu'elle est. Après mûre réflexion, il m'est apparu clairement que cette décision n'était pas seulement pratique, mais fondamentale. Elle définissait leur approche de la vérité aujourd'hui comme demain. Pas de révélation progressive, pas de revirement constant. Un seul instant, une seule voix, une reconnaissance sans équivoque. Cette prise de conscience a fait de ce passage le nœud du problème pour moi. Non pas ce qui a été dit, mais qui l'a dit et surtout pourquoi. Car c'est dans ce « pourquoi » que réside la clé de la compréhension. Comprendre un choix qui n'avait pas pour but d'apaiser la souffrance mais d'empêcher d'autres dommages. Et cela soulève inévitablement la question: quelle est l'ampleur de la souffrance causée au final par le report d'un tel choix? L'annonce de la déclaration a provoqué non pas une explosion, mais un changement de perspective. Je m'attendais à un tollé et à une explosion d'émotions qui dégénérerait immédiatement en chaos ou en réaction excessive. Mais j'ai vu autre chose, un silence collectif. Comme si chacun à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution devait réinterpréter le sens de ces mots. Ils étaient simples, mais leur impact était loin d'être négligeable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de place laissée à l'interprétation dans cette déclaration. Aucune invitation à l'espoir, aucune ouverture à d'autres interprétations. C'était déconcertant mais aussi révélateur. Pour la première fois depuis longtemps, le message semblait conçu non pas pour dicter les sentiments, mais simplement pour informer. Cette honnêteté était presque paralysante. Non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle sonnait comme une vérité absolue. J'ai constaté que les réactions se sont déroulées différemment des annonces précédentes. Au lieu d'une indignation ou d'une hystérie immédiate, une analyse s'est d'abord imposée. Les gens ont écouté, relu et cherché des nuances rares en apparence. Et c'est précisément cette absence de nuances qui a freiné les spéculations. La déclaration avait conclu quelque chose sans ouvrir de débat. C'était inhabituel, mais efficace. En y réfléchissant, j'ai constaté que cette transparence avait un effet paradoxal. En ne cachant rien, on réduisait les incertitudes. En ne faisant pas de promesses, on réduisait les risques. J'ai commencé à comprendre que la transparence ne rassure pas toujours, mais elle stabilise. Elle apaise les rumeurs, même lorsque la vérité est douloureuse. Il semblait se produire la même chose au sein de la famille. La période d'attente laissa place à une période d'adaptation. Ce n'était pas un soulagement, mais un changement de tension. Le fardeau de l'inconnu avait été remplacé par celui de la certitude. Cela peut paraître plus lourd, mais c'est aussi plus honnête. L'incertitude peut paralyser, la certitude, aussi difficile soit-elle, offre la stabilité. J'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle cette déclaration s'est répandue dans tous les recoins de l'espace public. Les médias l'ont citée mot pour mot précisément parce qu'il y avait peu à paraphraser. Les analystes se sont concentrés sur le ton et non sur les sous-entendus. C'était révélateur. Cela montrait combien il est rare qu'une institution choisisse de ne pas apporter d'éléments factuels, de ne pas enjoliver le contexte pour rendre son message plus acceptable. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est de comprendre que cette déclaration n'était pas une fin en soi, mais le début d'une série de conséquences. Tout ce qui allait suivre serait interprété à la lumière de cet instant. La confiance, si fragile, ne se nourrissait pas d'émotions mais de constance. Le message était clair, voilà les choses telles qu'elles sont et voilà ce que nous défendons. Je me suis demandé comment les choses auraient pu tourner autrement si l'on avait choisi un ton plus empathique, des mots qui laissaient de place à l'espoir. Cela aurait peut-être été plus apaisant à court terme. Mais je doutais que cela aurait été viable sur le long terme. Un faux espoir est une déception différée. Et la déception, lorsqu'elle survient inévitablement, se transforme souvent en colère. L'onde de choc qui a suivi n'a pas été explosive mais profonde. Elle a résonné dans les conversations, les commentaires et les silences. Les gens ont commencé à se poser des questions qui dépassèrent le cadre de cette situation particulière. Qu'attendons-nous réellement des institutions en temps de crise ? Voulons-nous être rassurés ou voulons-nous être pris au sérieux ? Ces questions sont restées même pour moi. J'ai constaté que certaines réactions étaient centrées sur le passé. Pourquoi maintenant ? Cela aurait-il pu arriver plus tôt ? Ces questions sont compréhensibles, mais elles n'ont rien changé à la situation présente. Ce qui a changé, c'est le critère d'évaluation des communications futures. La barre était placée haut et pas des moindres. Toute communication moins claire par la suite serait immédiatement pointée du doigt. Dans ma propre analyse, j'ai commencé à percevoir ce moment comme une correction non seulement d'une situation, mais d'une habitude. Pendant des années, la prudence avait été la norme. Désormais, on avait choisi la clarté. Cela ressemblait à une rupture, mais peut-être aussi à un retour à une valeur fondamentale qui avait été enfouie sous des couches de procédures.
Je pensais aussi beaucoup à l'impact émotionnel sur les individus. Derrière chaque réaction publique se cache une expérience personnelle. Dans ces moments-là, chacun projette ses propres peurs, ses pertes et ses expériences. En formulant une déclaration aussi sobre, on a permis sans la diriger cette projection. C'est risqué, mais aussi respectueux. Cela reconnaît que chacun donne un sens à ce qui le touche. À la fin de cette journée, je n'ai pas ressenti de soulagement, mais quelque chose d'approchant la clarté. Le brouillard s'était dissipé, non pas parce que le paysage était devenu plus beau, mais parce qu'il était de nouveau visible. Et la visibilité modifie notre façon de nous déplacer. On marche plus prudemment, mais aussi avec plus de détermination. Je pose volontairement une question ouverte car elle touche au cœur de ce que j'ai ressenti. Qu'advient-il de la confiance lorsqu'une institution décide d'être radicalement honnête une seule fois, puis garde le silence ? Est-ce perçu comme du courage ou comme de la froideur? La réponse varie sans doute d'une personne à l'autre. Mais pour moi, ce fut un choc nécessaire qui a empêché une érosion plus profonde. Ce passage marque pour moi le moment où les mots ont accompli leur œuvre et où seules les actions demeurent. L'explication n'a pas changé la réalité, mais elle a transformé la manière dont chacun devait l'appréhender. Et c'est là, je l'ai compris, parfois le plus grand pouvoir des mots. Une fois les premières réactions apaisées et la déclaration ancrée dans l'opinion publique, j'ai commencé à comprendre que ce moment résidait moins dans les propos tenus que dans un changement irréversible. Impossible de revenir aux anciens réflexes. Les schémas habituels de temporisation de nuances et de flou contrôlé me semblaient de soudain non seulement déplacés, mais impossibles à appréhender. Un changement fondamental s'était opéré, un changement qui résonnait d'une manière insaisissable en une seule journée ou un seul cycle d'informations. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la nouvelle signification du silence. Auparavant, il était perçu comme un bouclier, un signe de dissimulation. Désormais, il semblait davantage une conséquence, la conversation avait été menée à son terme clairement et directement, et il n'y avait plus rien à ajouter. Cette différence est subtile, mais essentielle. Elle montre que la transparence n'est pas synonyme d'explications incessantes. Parfois, une simple reconnaissance est plus efficace que 100 explications successives. J'ai commencé à réfléchir aux conséquences pour l'avenir. Non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour la notion de confiance en général. La confiance ne se fonde pas sur les fins heureuses, mais sur la conviction d'être pris au sérieux. Ce choix reconnaissait implicitement que le public n'est pas un enfant, qu'il faut protéger des vérités difficiles, mais une communauté mature qui a droit à l'honnêteté même lorsqu'elle est douloureuse. Dans ma réflexion personnelle, j'ai constaté que ce moment avait également laissé des traces en interne. Les rôles ont commencé à évoluer, non pas brutalement, mais indéniablement. Les responsabilités sont devenues moins théoriques et plus concrètes. Pour certains, cela s'est traduit par une plus grande visibilité. Pour d'autres, par un recul. Ce processus s'est déroulé sans heurts, mais de manière progressive. Et c'est précisément cette progressivité qui lui a conféré sa crédibilité. Ils n'ont pas prétendu que tout était normal, ils ont agi comme si la réalité avait changé car c'était le cas. Je me suis surprise à porter un regard plus critique sur la notion de normalité. Combien de fois la normalité sert-elle de couverture, de moyen de masquer un malaise ? Après cet instant, la normalité ne me semblait plus un but, mais une illusion. Ce qui l'a remplacé, c'est l'adaptation. Non pas une résilience héroïque, ni un optimisme démesuré, mais une volonté sereine d'avancer, en toute lucidité. Ce qui confère à tout cela une telle pérennité, c'est le précédent établi. Il existe désormais un point de référence. Lors de chaque crise future majeure ou mineure, ce moment sera inévitablement réexaminé. On se demandera pourquoi maintenant et pas avant ? Pourquoi tant de clarté et de prudence ici ? Ce n'est pas un fardeau, mais une responsabilité. Car une fois démontré que l'honnêteté était possible, il devient plus difficile de recourir à des demi-vérités. Je me suis demandé si cela modifiait aussi la perception du leadership. L'image du leadership évolue peut-être du contrôle vers la limitation, savoir reconnaître ses limites tout en étant prêt à l'admettre. Cela ne requiert pas de charisme, mais de la fermeté. Non pas une rhétorique grandiloquente, mais de la discipline. À une époque où de nombreux dirigeants recherchent la visibilité, cette forme de leadership semble presque paradoxale. L'avenir restait incertain, cela n'avait pas changé, mais l'incertitude avait pris une autre dimension. Elle n'était plus enveloppée de brouillard, mais de clarté. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait où l'on se situe. Ce n'est pas du confort, mais un repère. Et le repère est essentiel pour naviguer en terrain inconnu. Je pensais aussi beaucoup à la dimension humaine de tout cela. Derrière chaque changement institutionnel se cachent des histoires personnelles, des peurs et des deuils. Reconnaître la vérité, c'est libérer cette dimension humaine sans l'effacer. Libéré du poids du mensonge, on crée un espace propice à un véritable travail d'introspection, aussi difficile soit-il. C'est peut-être là l'une des conséquences les moins visibles et pourtant les plus précieuses. Au terme de mes réflexions, je revenais sans cesse à la même conclusion. Ce moment n'a pas tout résolu, mais il a restauré un élément indispensable pour la suite, la crédibilité.
Sans crédibilité, chaque geste, chaque silence, chaque parole deviennent suspects. Avec la crédibilité, au moins, il est possible de traverser ensemble une période difficile sans que la méfiance ne vienne tout assombrir. J'en pose une dernière dans cette ultime partie qui me tient particulièrement à cœur. Serons-nous prêts à maintenir cette honnêteté, même lorsque la pression retombera, lorsque le malaise sera moins vif ? Car c'est précisément à ce moment-là que la tentation de retomber dans ses vieilles habitudes se profile. La véritable épreuve de ce moment ne réside pas dans la crise elle-même, mais dans la période qui suivra. En terminant ces lignes, je réalise que cette histoire n'a pas de fin définitive. C'est une transition, non une conclusion. Mais c'est peut-être précisément ce qui lui confère toute sa signification. Elle nous incite à la vigilance, à agir en pleine conscience, à comprendre que la confiance n'est pas un acquis, mais un processus continu. Ce moment a démontré ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on privilégie la clarté à la facilité. L'avenir nous dira si ce choix se confirmera, mais une chose est sûre, désormais, nul ne pourra nier que l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, cause finalement moins de tort que le silence.